Bienvenue sur Gallica. Aujourd'hui, une petite pastille vidéo sur le débat qui alimente encore toujours et encore l'histoire de France. C'est cette dualité entre la monarchie et la République. Alors on se demande souvent encore aujourd'hui quel est le meilleur système. Alors on ne va pas répondre à cette question aujourd'hui, mais on va plutôt essayer de comprendre pourquoi on se pose encore la question. Alors d'abord, il faut revenir aux causes de la Révolution. La Révolution française, elle a eu lieu en 1789, elle a duré 10 ans, elle a fait beaucoup de morts et elle a créé aussi de nombreux clivages dans la population française qui existent encore aujourd'hui. Alors il y a beaucoup de clichés qui sont véhiculés sur la Révolution française, des clichés qui sont d'ailleurs repris dans les cours d'histoire à l'école. En général, lorsqu'on demande aux élèves ou aux adultes même, qu'est-ce qui représente pour vous la Révolution? Les gens vous répondent Louis XVI. Alors on vous demande qui était Louis XVI. Et en général, on répond Louis XVI, c'était un homme gros, petit, bête, naïf. Et à l'époque, les Français souffraient de la tyrannie, d'une dictature du roi. Et ils avaient faim, les impôts étaient trop lourds, et voilà, il y avait une classe dirigeante, les nobles, qui prenaient tout et qui ne laissaient rien aux autres. Alors commençons par le premier cliché, celui de Louis XVI. Louis XVI n'était ni petit ni gros, ce sont les caricatures de l'époque qui ont véhiculé cette image. Il était plutôt grand, il n'était pas gros, et il n'était pas bête, c'était un des rois même les plus intelligents qu'on ait eu. Mais malheureusement, il y a eu de très mauvaises récoltes sur les dernières années, et quand il y a des mauvaises récoltes, cela crée des famines. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en 1789, il y a eu deux choses qui ont provoqué la Révolution. D'abord la hausse du prix du pain, l'inflation, et la deuxième chose, c'était la hausse des taxes. Alors pourquoi a-t-on augmenté les impôts à l'époque ? Eh bien parce que la France s'est ruinée dans une guerre qui n'était pas la sienne d'ailleurs, c'était la guerre d'indépendance en Amérique. La France a voulu soutenir en fait les insurgés américains contre l'Angleterre pour prendre un peu sa revanche sur la guerre de 7 ans qui a eu lieu plusieurs décennies auparavant. Et c'est bien, l'Amérique a obtenu sa liberté, a obtenu son indépendance, on peut dire ça, grâce à la France. Malheureusement, cette guerre, ce soutien à la guerre a coûté très cher et a mis les finances dans un état déplorable, si bien qu'en 1789, les caisses sont vides. Donc là, c'est pour corriger un certain cliché qui fait croire que toute la population française en 1789 voulait supprimer la monarchie, voulait tuer le roi et voulait changer de système. Pas du tout. Au départ, il ne s'agissait pas du tout d'installer un nouveau régime, mais simplement de protester contre des problèmes très basiques, comme je l'ai dit, donc la hausse du prix du pain et la hausse des impôts. Alors, il est certain que la population aspirait aussi à une société plus égalitaire, ça c'est certain. On commençait à réellement pester contre la noblesse, qui s'appropriait de nombreux privilèges, qui payait peu d'impôts, voire pas du tout. Et il y avait ce sentiment d'injustice qui était fondé, qui était tout à fait légitime. D'autant que la noblesse était censée protéger les paysans. En tout cas, c'était comme ça, c'était un système triangulaire, c'est-à-dire que le clergé priait, la noblesse se battait pendant les guerres, risquait sa vie, et les paysans nourrissaient les deux autres. Ça a arrêté de fonctionner quand la noblesse est devenue la noblesse de robe, c'est-à-dire qu'elle est restée dans ses châteaux, dans ses salons, et elle a continué à bénéficier de ses privilèges. Donc je dirais que la hausse des taxes et du pain, ça a été un peu la goutte d'eau. Donc c'est bien, la Révolution française est bien née d'un mouvement populaire, et notamment à Paris, mais par la suite, on verra qu'elle a été confisquée par une autre classe sociale qui est la bourgeoisie. Vous savez, Bonaparte disait dans les révolutions, il y a deux sortes de gens. Il y a ceux qui les font et ceux qui en profitent. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le peuple français a fait la révolution, mais c'est la bourgeoisie qui en a profité et qui a supplanté du coup la noblesse en tant que classe dirigeante. Et ça, c'est vraiment la chose importante à retenir de la Révolution. C'est qu'au départ, on ne s'est pas battu pour des idéaux, comme j'entends souvent
Par exemple, le philosophe des Lumières. On revoit ça dans tous les livres, tous les manuels scolaires, je les lis encore d'ailleurs. La Révolution française est née des philosophes des Lumières. Alors, vous imaginez bien qu'à l'époque, plus de la majorité des Français ne savaient ni lire ni écrire, et encore moins lisaient Rousseau, Diderot, Montesquieu. Hein. Il y a très peu de gens qui lisaient les philosophes. Les philosophes, ils étaient lus par qui en fait? Principalement par les bourgeois et les nobles. C'est les nobles qui lisaient les philosophes et le roi lui-même. Hein. Donc c'était des gens très instruits, très lettrés, c'était l'élite qui lisait les philosophes, c'était pas les paysans. Or 90% de la population était paysanne en France et n'avait pas connaissance des Lumières. En revanche, ce qui est vrai, c'est que les philosophes dans Lumière ont certainement eu une influence, mais sur les élites et surtout sur la bourgeoisie. Et la bourgeoisie a récupéré la Révolution. On pourrait même dire elle l'a confisquée en quelque sorte. Parce que si c'est bien les paysans, les Parisiens qui ont fait la Révolution, c'est-à-dire les petites gens, hein, eh bien c'est les bourgeois, hein, les riches, les commerçants, les industriels, les banquiers qui ont récupéré la Révolution, plutôt qui en ont profité. Les grands avocats, les grands députés de la Convention, c'était pas des petites gens. Maintenant, ce qu'il faut bien dire, c'est que l'histoire de France, hein, la France en tant qu'État, n'a pas commencé en 1789. La France, en tant qu'État, on peut dire qu'elle a commencé avec Clovis, hein, en 481, donc ça remonte à loin. Ça a été le premier royaume franc, qui deviendra après le royaume de France. Donc, dans son histoire, la France fut majoritairement une monarchie. Les républiques, elles, on va le voir après, ont été des parenthèses au XIXe siècle. Hein. Par ailleurs, on croit souvent à tort que la monarchie en France fut toujours une tyrannie, une monarchie absolue. C'est pas vrai non plus. Les premières monarchies, notamment capétiennes, étaient des monarchies électives. C'est-à-dire que Hugues Capet, par exemple, n'est pas devenu roi en naissant. Il a été élu roi en 987. Par ailleurs, l'Ancien Régime n'est pas indissociable de la République. Hein. Ce ne sont pas deux régimes totalement séparés avec une rupture qui s'appelle la Révolution. En réalité, quand vous regardez, il s'agit simplement d'une mutation politique avec un changement de classe dirigeante. Auparavant, vous aviez la noblesse qui dirigeait hein, la société, et sous la République, on est passé à la bourgeoisie, tout simplement. D'ailleurs, de nombreux éléments républicains sont hérités de la monarchie, de l'Ancien Régime. Par exemple, la langue française. On parle français aujourd'hui, le français vient du roman, qui est l'ancien français, et le roman vient du latin. Le droit français aussi est hérité de l'Ancien Régime, et plus loin du droit romain. Enfin, la culture française. Hein, la culture française, c'est pas rien. Elle n'est pas née en 1789, la culture française. Elle est née bien avant. Et tous les artistes, auteurs, poètes, philosophes que l'on étudie à l'école, hein, et il y en a un paquet, hein, Joachim du Bellay, Rabelais, Ronsard, La Fontaine, Molière, Montesquieu, Pascal, et j'en passe, tout ça sont des artistes et des auteurs qui ont vécu sous l'Ancien Régime. Par ailleurs, la plupart des républiques ont été courtes, et pas toujours des démocraties. La France a connu au total 5 républiques, depuis 1792. Il y a eu des empereurs, des rois et des présidents dans les républiques. On va commencer par la première République. Elle a commencé non pas en 1789, mais en 1792. Car au départ, lorsque la Révolution a commencé, les Français ne voulaient pas forcément renverser la monarchie et le roi. Pas du tout. Hein. Il était plutôt question de garder le roi. Hein. Les Français étaient très attachés au roi et de créer une sorte de monarchie constitutionnelle à l'anglaise. Donc le roi était associé au processus. Ce qui s'est passé, c'est que si on a renoncé au roi et que l'on a créé la Première République en 1792 sans Louis XVI, c'est parce qu'il a fait la fuite à Varennes. Hein, il a voulu rejoindre les armées autrichiennes pour reprendre le contrôle de son royaume. Et cette fuite a été interprétée comme une trahison, ce que l'on peut comprendre d'ailleurs. Donc ensuite, Louis XVI a été jugé, condamné à mort et guillotiné, hein, comme chacun sait, sur la place, aujourd'hui place de la Concorde. Et à partir de là, il n'y avait plus de retour en arrière possible vers une monarchie, hein, il fallait garder une république. Et donc la Première République en 1792.
Donc cette république, elle ne va pas durer longtemps, hein, elle s'arrête en 1804, car qui arrive après? Napoléon, avec le Premier Empire. Et après Napoléon, il y aura toute une suite de monarchies, donc Louis XVIII qui va restaurer la monarchie dans un premier temps, puis Charles X, qui ne va pas rester bien longtemps, et enfin Louis-Philippe, que l'on a surnommé le roi bourgeois. Arrive ensuite la Révolution de 1848 et l'avènement de la Seconde République, qui, encore une fois, ne va pas faire long feu, puisqu'elle s'arrête quelques années plus tard, en 1852. Nous avons de nouveau un empereur, Napoléon III, qui sera d'abord président de la République et qui va très rapidement se faire proclamer empereur. Juste après lui, à cause de la défaite qu'il a subie contre les Prussiens en 1870, on enchaîne avec la Troisième République. Et cette fois, on peut dire que cette République va vraiment s'installer en France, puisqu'elle va durer jusqu'en 1940. Alors, on peut considérer que la France est réellement en République depuis 1870. Là, il n'y a plus de monarchie par la suite. En revanche, il y a eu la Seconde Guerre mondiale et l'occupation allemande qui a mis en suspens la République en 1940. Et donc là, on a 4 années de guerre, d'occupation. Et à la Libération, avec De Gaulle, puis le gouvernement provisoire, finalement, une 4e République est instituée en 1946, mais qui ne va pas durer non plus très longtemps en raison d'un régime parlementaire qui rend difficile la gouvernance de la France et qui va s'arrêter en 1958. En 1958, De Gaulle revient, il fait voter la 5e République et surtout, événement majeur, le suffrage universel direct, et pas seulement pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Voilà, donc nous en sommes ici maintenant. Autre chose importante à dire, on entend parfois des personnes répéter que les Français se sont battus pour la liberté, pour la démocratie. Ça, c'est aussi un peu un mythe. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, les Français à l'époque se sont surtout battus pour des besoins très basiques, le prix du pain et les taxes. Les revendications, c'est un peu comme toutes les révolutions, quand ça commence par un petit détail au départ, et c'est plutôt une goutte d'eau en fait, et ensuite on élargit les revendications, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait une révolution crève un peu l'abcès en fait, de tout ce qui a été non dit, et qui s'est accumulé au cours des dernières décennies, voire au cours du dernier siècle. Si vous retournez au 19e siècle, que vous êtes une femme et que vous êtes paysanne, vous ne votez pas. Car à l'époque, le suffrage était censitaire, c'est-à-dire qu'il était réservé non seulement aux hommes, mais aux hommes riches. Que peut faire un président de la République aujourd'hui et que pouvait faire un roi comme Louis XVI? Il y a des similitudes. Le pouvoir monarchique et le pouvoir présidentiel aujourd'hui sont tout à fait comparables à celui d'un roi absolu. Par exemple, la lettre de grâce. Je prends cet exemple car il est emblématique. Le président, chaque année, c'est une tradition, au 14 juillet, accorde la grâce à des prisonniers. Alors on lui sélectionne évidemment des prisonniers sur des cas un peu litigieux, où on n'est pas du tout sûr qu'ils soient coupables. Et le président signe une lettre et dit « voilà, vous êtes libre ». Eh bien ça, c'est un pouvoir directement hérité de la monarchie. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que le président a le pouvoir de mettre en liberté une personne rien qu'à part une signature. Il n'y a pas besoin de preuves, il n'y a pas besoin de procès, rien du tout. Ça, c'est hérité des rois. Deuxième chose, c'est le pouvoir de faire la guerre. Le président est le chef des armées. On a eu l'armée française qui a été engagée dans différents conflits récemment, en Afghanistan et en Libye. Et le président n'a jamais eu besoin de l'accord du peuple. On n'a jamais fait de référendum pour faire la guerre en Libye. Ce qui prouve bien que le président peut très, très bien envoyer des hommes, des armées, ses bateaux, ses avions, bombarder un pays sans l'accord du peuple. Ça aussi, c'est une prérogative régalienne. Alors, ce qui est intéressant dans la Révolution française, et même dans d'autres révolutions, dans d'autres pays, c'est que les gens, finalement, ne se sont pas battus pour des idéaux, mais pour un changement de système et pour manger. En fait, l'histoire montre qu'un peuple n'est pas regardant sur la nature du régime tant que ce dernier lui fournit ce dont il a besoin. C'est-à-dire que vous regardez par exemple la Révolution française et ce qui vient juste après. Qu'est-ce qui vient juste après la Révolution française? L'Empire,
qui n'est pas forcément un modèle de liberté et de démocratie, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en fait, les Français s'en sont très bien accommodés. Après 10 ans de révolution, les gens en avaient marre que ce soit tout le temps la guerre civile, le bordel, donc ils ont voulu de l'ordre. Et qui est arrivé à ce moment-là? Le général Bonaparte, qui leur a remis les pendules à l'heure, et on a eu un empire qui a duré 15 ans. Et encore aujourd'hui, Napoléon Bonaparte est cité comme un héros. Et pourtant, c'était un tyran. Il y avait une police politique qui réprimait les opposants, la presse était totalement contrôlée, et on a été en guerre permanente quasiment pendant 15 ans. Et pourtant, on n'oppose pas forcément l'Empire et la Révolution. On ne dit pas « Ah oui, mais l'Empire, on était en tyrannie », alors que sous l'Empire, on était autant en tyrannie que sous Louis XIV, par exemple. Donc ça prouve bien que la population, un peuple n'est pas regardant sur la nature du régime. Que ce soit une monarchie ou une république, peu importe, du moment que le pouvoir apporte au peuple ce qu'il veut, c'est-à-dire la nourriture et du travail. On entend parfois des personnes dire « j'ai des principes, j'ai des valeurs ». Alors, cette phrase, en fait, est souvent un alibi moral, car la majorité des gens ne votent pas par conviction, ils votent pas parce qu'ils pensent parce qu'ils ont des principes. Si on creuse un peu la discussion, on s'aperçoit qu'en fait, les gens votent par intérêt. Si vous regardez, par exemple, ce qui s'est passé sur l'Europe, en 2005, on a demandé aux gens de voter pour ou contre la Constitution européenne. Alors, comme chacun sait, la majorité de la population a voté non, à plus de 50, un peu plus de 50%. Et qu'est-ce qui s'est passé? 2 ans plus tard, en 2007, le président de la République, Nicolas Sarkozy, a fait finalement a signé un traité via le Parlement, le traité de Lisbonne, qui a finalement validé 90% de la Constitution européenne. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. C'est-à-dire que les gens ne se sont pas rebellés, il n'y a pas eu de manifestations monstres dans la rue, non, il ne s'est rien passé. Donc, on peut se poser la question. Même ceux qui étaient pour l'Europe à l'époque auraient dû dire « mais c'est pas normal, il y a eu un vote, il y a eu un référendum, ils auraient dû défendre la démocratie ». Là, le problème aujourd'hui qui se pose, je pense, n'est pas vraiment de savoir s'il faut une monarchie ou une république, mais c'est plutôt un problème de représentativité. D'ailleurs, ça a toujours été le fond du problème, même pendant la Révolution de 1789. Si les gens se sont révoltés, c'était aussi parce qu'ils ne se sentaient pas représentés. Institutionnellement, on a quoi? On a le Parlement qui représente les citoyens, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale représente surtout les partis politiques et pas tellement les citoyens. Le deuxième vecteur de représentativité des citoyens, normalement, ça devrait être les médias, qui représentent les opinions en France. Or, ils ne représentent pas les opinions, ils représentent une seule opinion, c'est-à-dire la leur. Et la révolte des Gilets jaunes en 2018-2019 a sans doute cristallisé ce problème de représentativité. Donc tout ça nous amène à réfléchir à une question, sommes-nous aujourd'hui en démocratie? Alors la question peut paraître naïve, mais elle est intéressante, car elle oblige à se poser la première question qui est qu'est-ce qu'une démocratie? La démocratie, ça signifie simplement que des citoyens peuvent voter pour un parlement, pour un chef d'État, pour des députés. La question, c'est de savoir qui est citoyen d'abord. En France, être citoyen, ça veut dire être né sur le sol français et être de nationalité française. D'accord, dans ce cas-là, vous pouvez voter. Mais on votait aussi, je rappelle, sous l'Allemagne nazie. Hitler, il a été élu. On votait en Union soviétique. Staline, en tant que secrétaire général du Parti communiste, était élu. Dans tous les régimes autoritaires, les présidents sont élus. La question, c'est non seulement par qui, mais est-ce qu'on a réellement le choix au moment du vote? Ensuite, est-ce que le vote est respecté? D'une part, on n'a pas toujours une réelle représentativité parmi les candidats. Souvent, on s'aperçoit que finalement, si on regarde les gouvernements successifs de la Ve République, il n'y a pas eu de vraie rupture politique. Depuis 40 ans, tous les gouvernements qui ont suivi De Gaulle appliquent grossièrement la même politique économique, la même politique étrangère. Rien n'a vraiment changé. Pourtant, la population, elle, change. L'autre point révélateur d'une démocratie en France, c'est l'Union européenne.
Hormis les élections des députés européens, à quel moment les Français votent pour l'Europe? Eh bien, jamais. Il n'y a qu'une seule élection et elle a lieu tous les 5 ans. Mais en dehors de ça, les citoyens français n'interviennent jamais dans la politique européenne. Et ça, c'est un vrai problème de démocratie. Parce que le pouvoir législatif, on le sait, hein, de l'Union européenne, il appartient à qui? Il appartient pas vraiment au Parlement, il appartient au Conseil de l'Union européenne. Et l'initiative législative, c'est-à-dire la possibilité de proposer des lois, elle appartient à la Commission européenne. Donc dans tout ça, le Parlement européen, hein, qui est à Strasbourg, il a finalement juste un rôle d'enregistrement des lois. Et lorsqu'un vote national, comme celui qui a eu lieu en 2005 sur la Constitution européenne, lorsqu'un vote a lieu, il n'est pas respecté, parce qu'il bloque les institutions. Le vote de 2005, il disait non à la Constitution, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? L'Europe a été momentanément bloquée, et on s'est empressé de faire valider la Constitution européenne par le traité de Lisbonne en 2007. Et tout est rentré dans l'ordre après. Donc on fait voter par les parlements nationaux ce que les peuples refusent. Enfin, il faut s'interroger sur l'efficacité globale d'une démocratie. Si vous regardez dans la planète, la Chine s'appelle la République populaire, donc du peuple de Chine. L'Allemagne de l'Est, avant, s'appelait la République démocratique allemande. La Corée du Nord, c'est la République populaire de Corée du Nord. C'est toujours des républiques. Donc, république ne signifie pas démocratie, ça veut rien dire, en fait, république. Ça veut dire qu'il y a un président, il y a un peuple et un parlement. Voilà. Mais après, tout dépend comment on les utilise, comment ils fonctionnent. Donc, ce qui est important, c'est plutôt la constitution d'un pays. On peut, par exemple, avoir une monarchie, comme l'Angleterre, qui soit plus démocratique, plus libre qu'une république, par exemple. Donc, la république, dire je respecte, j'adhère ou j'aime les valeurs d'une république, ça veut rien dire du tout. République ne veut pas dire liberté. L'autre question, c'est le scrutin des élections. En France, le scrutin des élections législatives pour le Parlement, hein, il est majoritaire. Dans le scrutin majoritaire, ce sont surtout les gros partis qui constituent le Parlement, mais ça permet de dégager une majorité parlementaire fiable et donc de gouverner le pays plus facilement. Le scrutin proportionnel, il a l'avantage d'être plus représentatif de la population, ce qui est bien, mais en revanche, il peut créer des problèmes d'instabilité gouvernementale et poser juste des problèmes de gestion du pays. C'est ce qui s'est passé pendant la 4e République. Concernant l'élection présidentielle, il y a un autre problème aussi de représentativité, c'est qu'on a une élection souvent à 2 tours. Il est très rare même jamais, on n'a jamais vu un président en France se faire élire dès le premier tour, c'est-à-dire avec plus de 50% des voix. Ce qui montre qu'il y a vraiment une division du peuple. Quand vous avez 14 candidats à l'élection présidentielle et qu'il n'y en a aucun qui fait plus de 25%, on prend les 2 premiers, on connaît le système, et 15 jours après, on retourne voter et on choisit entre 2 personnes. Alors, résultat, on a un président qui a été élu, certes, mais qui à la base ne représente que entre 19 et 25% de la population. Donc, il y a un problème de légitimité. Aujourd'hui, la France est en démocratie, la France est une république, avec un suffrage universel direct, très bien. Est-ce pour autant que le président français est plus compétent, plus intelligent que le président, par exemple, chinois, russe? Toutes ces questions ne sont jamais débattues dans les médias. C'est ce qui est dommage, parce que je reste, moi, fondamentalement convaincu que l'intelligence ne vient pas de l'argent, mais vient de la connaissance et de la réflexion. Et c'est là-dessus qu'on devrait se concentrer. Donc, je pense si un budget, là où un gouvernement en démocratie devrait mettre tous les moyens, c'est sur l'éducation, l'école, l'éducation, les universités.